Ça va. Alors, est-ce qu'on va parler? Non. Oui, on va. Ça va? Oui. La lumière, parce que le soleil est empêché. Il y a un beau soleil, on n'est pas habitué à ça à Bruxelles. C'est là. Je suis là. Je vous dis, pour attirer un peu le public, voir l'or portugais ou l'or français. Monsieur le Président, bienvenue sur Euronews. Qu'est-ce que l'Europe peut attendre de ce nouveau traité, les citoyens européens, et quelles sont les différences avec la Constitution européenne? C'est surtout un traité institutionnel pour rendre le fonctionnement de l'Union plus efficace, plus démocratique et plus cohérent sur le plan extérieur. Donc c'est un progrès par rapport au traité que nous avons. Ça ne sert à rien de comparer le traité de Lisbonne, les traités modificatifs ou le traité réformateur avec la Constitution, puisqu'il n'y a pas eu de consensus sur la Constitution. L'essentiel pour l'Europe, c'est la volonté politique. C'est que les gouvernements comprennent que nous pouvons réussir nos résultats que nous voulons si on fait véritablement une union dans la pratique. Pourquoi pour un citoyen qui a dit non à la Constitution, ces traités pourraient fonctionner? S'il a dit non à la Constitution parce que la Constitution, dans certains aspects, présentait l'Europe comme un État avec des mécanismes constitutionnels, là, maintenant, il sera peut-être plus rassuré. Bon, ça dépend. D'autres diront, mais là, maintenant, nous avons une défense des services publics. Le traité de Lisbonne, c'est un progrès important par rapport à la situation actuelle, mais ce n'est pas la grande révolution. C'est un mini-traité. Non, je n'accepte pas cette expression. Je n'aime pas cette expression. D'ailleurs, je l'ai dit lorsqu'on a parlé de cela, j'ai dit au président Sarkozy qu'il serait mieux de ne pas parler de mini-traité. Et lui, gentiment, il a accepté de ne jamais plus utiliser cette expression. Au début du débat, peut-être ceux qui sont les Européens les plus convaincus n'ont pas mis en avant tous les arguments positifs. Qu'il y a eu des responsables politiques qui ont pris une position trop défensive, ça c'est vrai. Quel responsable politique? Je ne vais pas rentrer maintenant dans la critique, mais c'est vrai que, je l'ai déjà dit, la responsabilité politique, c'est d'être capable de faire face aux questions européennes, aussi sur le plan national. Est-ce qu'à votre avis, il y a une reprise de l'intérêt de la part des citoyens européens vers l'Europe après des années de difficultés? Nous avons maintenant les résultats qui sont les meilleurs au moins depuis 8 ans et dans certains cas depuis 15 ans. Au Danemark, mais pas simplement au Danemark. Si vous regardez la Pologne a des résultats extraordinaires en termes d'appui, soutien à l'idée européenne. La France est bien meilleure maintenant qu'il y a 3 ans parce que aussi, je crois, le leadership en France a commencé à dire, bon, nous ne pouvons pas être d'accord ici ou là, mais nous sommes pour l'Europe. Vous vous rappelez le 14 juillet, que le président Sarkozy a invité tous les Européens à faire non seulement le jour national, la fête nationale française, mais la fête européenne, c'était extraordinaire. C'est ça ce que je demande aux leaders européens, engageons-nous pour l'Europe. Est-ce que vous attendez des pièges sur la voie des ratifications? Il y aura toujours la possibilité de ceux qui s'opposent de manifester leur opposition, que ce soit dans les parlements ou dans le référendum qui est prévu au moins en Irlande. Mais je crois que cette fois-ci, il y a une très grande probabilité pour penser que nous aurons la ratification assurée et je m'en réjouis. Le Darfour. Si le président al-Bashir prend son temps et ne coopère pas vraiment, pourquoi ne pas entreprendre une action unilatérale de la part de l'Occident, de la communauté internationale et intervenir comme on a fait déjà lors par exemple du conflit du Kosovo en 1999? Bon, je crois effectivement que ce ne serait pas la solution. La situation au Darfour, c'est une complication extrême. Ce n'est pas une situation aussi simple que celle, enfin simple, c'est une façon de dire, mais celle qu'il y avait au Kosovo. Il y avait une agression des nationalistes, des Serbes à l'époque, sur le peuple du Kosovo. Au Darfour, c'est une situation où tout le monde est en lutte contre tout le monde. Il y a plusieurs groupes de rebelles qui se font la guerre entre eux
et qui font aussi la guerre contre le gouvernement, et le gouvernement fait la guerre contre tout. Enfin, c'est d'une complexité extrême. Donc, je crois effectivement que cette solution, qui apparemment est facile, ne serait pas facile du tout. C'est pourquoi ce que nous sommes en train de faire, c'est la voie sérieuse et responsable, c'est d'avoir une présence plus forte, plus musclée, plus robuste des Nations Unies, c'est-à-dire une mission qui fera la combinaison d'une mission africaine, l'Union africaine avec d'autres forces. C'est d'ailleurs ce que al-Bashir nous a promis. L'Europe veut donner, disons, une démarche différente à la relation avec l'Afrique, surtout d'un point de vue du développement. Mais est-ce que tous les pays africains sont prêts à accepter ça? Le rapport entre l'Afrique et l'Europe n'est pas comme le rapport entre l'Afrique et la Chine, qui est un rapport beaucoup plus faible. Il n'y a pas pratiquement de contact humain. Tandis qu'entre l'Europe et l'Afrique, c'est vraiment des rapports humains. En matière de commerce, écoutez, l'Europe est de loin, mais de loin, le premier marché pour l'Afrique dans tous les domaines. En produits agricoles et pas dans les produits agricoles. C'est vraiment le premier marché. Nous sommes le premier donateur d'aide. Bon, il y a parfois dans la négociation certains qui veulent toujours plus, c'est normal. Mais écoutez, nous importons plus de l'Afrique que tous les autres pays développés du monde ensemble. Ce que nous donnons, c'est de l'aide réelle. Ce n'est pas simplement des emprunts à long terme. Merci beaucoup, Monsieur le Président.